Sud Radio, le débat de la semaine. Et dans le débat de la semaine, nos deux invités, le psychanalyste éditorialiste politique Gérard Miller. Bonjour Gérard Miller. Bonjour. Le journaliste politique Yohann Gillet. Bonjour Yohann. Bonjour Laurence, bonjour Gérard. Alors, autour de cette question qu'on pose également à nos auditeurs depuis 7h du matin sur nos réseaux et notamment sur Twitter, à une semaine de la COP27, l'État fait-il du greenwashing? Oui, non, sans avis. Pour l'instant, c'est plutôt sans appel pour nos auditeurs à 85% qui considèrent que oui. Si on a intitulé cette question, c'est parce que c'est l'ONU, c'est l'ONU qui appelle les États du monde entier à, je cite, ne plus faire du greenwashing, sinon nous nous dirigeons vers une catastrophe mondiale. Alors forcément, ça vaut aussi pour la France qui, rappelons-le, a été doublement condamnée il y a un an pour inaction climatique. Alors messieurs, j'imagine que mercredi soir vous avez suivi l'allocution, l'interview du président Macron. Sur 1 heure, il a consacré 10 minutes seulement à l'urgence écologique, en parlant notamment des véhicules électriques. Comment vous l'interprétez? Je commence par vous, Gérard Miller. Alors écoutez, d'abord, précisons peut-être que puisqu'on est au lendemain d'une manifestation, et on va en parler, eu l'occasion de parler, bien sûr. On peut peut-être évoquer le fait que le gouvernement, en tout cas, fait du matracking washing. Du matracking bon, écoutez, c'est un néologisme parmi d'autres. C'est vrai que la répression d'hier me fait penser que nous n'avons pas tous exactement les mêmes convictions en matière de défense de l'écologie ou simplement, nous n'avons pas tous les mêmes inquiétudes concernant le réchauffement climatique. Rappelons-le, Gérard Miller, pour nos auditeurs, que c'était lors de cette manifestation à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, contre un projet de réserve d'eau pour l'agriculture, où effectivement, il y a eu une 60aine de blessés côté gendarmes, entre 30 et 50 côté manifestants. Gérald Darmanin, lui, il dénonce ces violences, et il parle de rassemblements violents et pas de manifestations pacifiques, pour reprendre ses mots sur Twitter. Voilà, bon, ça ne vous surprend pas que ce soit ce commentaire-là. Mais l'exemple, justement, d'hier est absolument parlant pour répondre à votre question. Je ne suis pas un spécialiste de l'eau, mais ça fait quand même un certain nombre d'années que je m'y intéresse pour deux raisons. D'abord parce que j'allais presque dire dans une autre vie, j'ai connu un peu Danielle Mitterrand, la femme de l'ex-président de la République, qui était particulièrement concentrée sur cette question-là. J'ai retrouvé, avant de venir, cette petite bouteille qu'elle m'avait offerte à un moment donné où est inscrit le bien commun de l'humanité, l'eau n'a pas de prix. On la voit à l'image sur YouTube, oui. Alors, je la commande, c'est une petite bouteille en plastique, j'espère recyclable, et elle avait, depuis des années, insisté sur la dimension de l'eau. Et Mélenchon, que j'ai suivi à plusieurs occasions, j'ai vu chez lui très tôt la préoccupation qui était la sienne, j'allais dire prise aux écologistes, parce que eux ont été les premiers sur cette question de l'eau. Donc, pour revenir à votre question, si on ne réfléchit pas de façon globale sur les menaces en général, le changement climatique, mais si on réfléchit, par exemple, puisqu'il y a eu cette manifestation hier dans les Deux-Sèvres de l'eau, on réfléchit à la question de l'eau, on voit à quel point ça n'est pas pris au sérieux, puisqu'on envisage ces bassines qui sont une catastrophe écologique de la vie de tout le monde, enfin en tout cas de tous les spécialistes et d'un grand nombre d'agriculteurs. On envisage des bassines, c'est-à-dire de piquer l'eau dans la nappe phréatique et de faire en sorte de contribuer à l'assèchement. Donc évidemment qu'il y a du greenwashing et que l'exemple même de ces manifestations nécessaires d'hier montre que le gouvernement français n'a pas pris la mesure de ce qu'il conviendrait de faire pour préserver. Déjà, l'eau, c'est quand même une dimension essentielle de la crise climatique. Alors, l'argument de la coopérative de l'eau, pour revenir à... Il faut donner forcément l'argument inverse. Pour eux, ces bassines permettent effectivement de prélever de l'eau dans le milieu en hiver, la stocker pour l'utiliser ensuite l'été. Voilà, c'est leur argument à eux. Votre regard à vous, Yohann Gillet? Moi, je suis triste. Je suis triste à bien des égards. Je suis triste d'abord qu'effectivement, dans une intervention télévisée qui est présentée comme un événement spécial, un rendez-vous très important, on parle pendant 10 minutes d'écologie et on parle d'écologie pour parler des voitures et des batteries au lithium. Effectivement, il y a un problème. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de savoir comment on ne va pas laisser à la Chine la capacité de production des voitures électriques. Alors, je comprends que ce soit un enjeu, mais en fait, ça nous raconte tout le problème. C'est qu'en fait, la seule chose qui nous intéresse, c'est de savoir comment on va être compétitif dans le nouveau créneau de l'écologie. C'est pas un créneau, l'écologie. C'est un rapport au monde, c'est un rapport à l'équilibre, c'est un rapport, effectivement, à la vie. Je sais que dès qu'on parle de ça, on passe pour le bobo de service. Mais enfin... Oui, faites un peu bobo de service. Puisqu'on parle des bassines,
moi, je suis extrêmement triste de voir des Français, enfin des hommes tout simplement, qui s'affrontent entre eux, qui se tapent dessus, parce qu'il y a aucun coupable dans cette affaire-là. D'un côté, vous avez des agriculteurs, donc il faut quand même rappeler que ce sont eux qui nous nourrissent, hein, qu'on le veuille ou non. On parlera après des méthodes, mais ils nous nourrissent. Donc ne tapons pas dessus, ce sont nos concitoyens. Il y en a 2 qui suicident. Enfin, il y a un suicide tous les 2 jours chez les agriculteurs. Faut y aller mollo avec les agriculteurs. Hein. Faut pas les voir comme des voyous. Ce sont ceux qui nous nourrissent et qui, en plus, souvent se saignent pour nous nourrir. Le problème, c'est qu'en 40 ans, je crois, on a 4 fois moins d'agriculteurs. Et on a par contre des zones agricoles qui sont beaucoup plus grandes pour une seule et même exploitation. Donc c'est le monde à l'envers. Et effectivement, ils se retrouvent, les agriculteurs, à devoir stocker de l'eau, d'abord parce qu'il y a un réchauffement climatique. Donc il y a effectivement une problématique grave. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'action qui a consisté à réchauffer la planète, eh bien on le paye directement. Hein, c'est déjà le début de la guerre de l'eau. Parce qu'on a massacré les sols, donc il n'y a plus assez de matière organique, donc les sols n'arrivent plus à stocker effectivement suffisamment d'eau, à rester suffisamment sains, et on est obligé d'en arriver à ces choses-là. Donc oui, il y a la vision court-termiste des agriculteurs qui doivent survivre, et qui pourrait leur reprocher de vouloir survivre. Mais le problème, c'est que cette survie à court terme, elle nous condamne à très moyen terme, voire à très proche terme. Donc en fait, nous vivons en absurdie. Et tant que notre obsession, ce sera de savoir si on peut concurrencer la Chine sur le nombre de productions de voitures électriques, on n'aura rien compris. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on commente au fond, c'est un sujet sur lequel on pourrait tenir des heures. Mais si déjà on n'acte pas le fait que nous nous trompons complètement dans la manière de poser le problème, eh bien on aura des CRS qui affronteront des personnes qui diront non, il y a une urgence maintenant, faut arrêter les belles paroles, qui affronteront les agriculteurs, qui affronteront ceci, qui affronteront cela. C'est une machine infernale. Nous sommes totalement fous. Nous sommes fous. Comment repenser notre modèle agricole alors sans s'opposer, en partageant l'eau aussi, Gérard Miller? Alors, écoutez, sur cette question de l'eau, il faut d'abord voir qu'un très grand nombre, j'allais dire une majorité d'agriculteurs, sont, dans le cas précis des Deux-Sèvres, mais pas généralement, opposés aux bassines. Les bassines ne vont profiter qu'à une toute petite partie des agriculteurs, et notamment des agriculteurs, j'allais dire, les plus intensifs. Le vrai problème, permettez-moi juste de préciser, puisque vous voulez que les auditeurs comprennent bien cette question de la bassine, c'est pas du tout la même chose, par exemple, de recueillir de l'eau de pluie et de recueillir de l'eau de la nappe phréatique. Quand vous recueillez de l'eau de la nappe phréatique, c'est ce que j'ai compris progressivement, vous avez des conséquences dramatiques à tous les niveaux, y compris même le fait que vous contribuez à faire monter le niveau de la mer, par exemple, ou que, évidemment, vous contribuez aussi à l'assèchement tout autour. Donc, ce qui est frappant dans cette histoire de greenwashing, c'est qu'en effet, on se rend bien compte, ne serait-ce qu'en vivant actuellement en automne, que quelque chose ne colle pas. C'est bien trop chaud, même si nous nous réjouissons d'être en terrasse à l'occasion quand on habite les villes, mais qu'en même temps, dans des cas précis comme par exemple la question de l'eau, on voit bien que ce qui domine, c'est une conception, ça a été évoqué, une conception d'une agriculture intensive. Je vais vous prendre un tout petit exemple personnel. Il se trouve que je vais très souvent en Ardèche, je suis très proche d'un agriculteur qui m'a demandé de m'associer à lui pour créer une petite réserve d'eau naturelle, d'eau de pluie. Ça a été très compliqué, mais on l'a fait. Et je soutiens cet agriculteur qui travaille comme un fou. Et en même temps, je vois avec terreur le fait que ce jeune garçon qui travaille 24 heures sur 24, quand je suis arrivé sur place il y a une douzaine d'années avec 50 vaches, il en a 100 aujourd'hui. Il passe sa vie effectivement à faire pousser du maïs qui réclame une eau absolument invraisemblable. Même la petite réserve d'eau que j'ai contribué avec lui à faire ne suffit absolument pas. Donc c'est toute une conception aussi d'une agriculture intensive, d'une agriculture qui ne tient pas compte du fait que nous devons préserver les sols, que nous devons éventuellement retourner en prairie. Enfin, vous voyez, c'est toute une conception où on pousse les gens, par exemple les agriculteurs, à s'endetter de plus en plus. Quand je vois les machines qu'il a, mais je me dis, c'est des dizaines de milliers d'euros à chaque fois qu'il investit dans des prêts. Donc c'est toute la conception de l'agriculture qui est à revoir. Justement, face au greenwashing entre guillemets des États, est-ce qu'il faut en passer par un radicalisme écologiste aussi, sans sombrer dans la violence ou pas alors, Yohann Gillet? Sans sombrer dans la violence, en fait, on ne se pose pas la question de savoir si on sombre dans la violence ou pas. C'est un peu comme si vous me disiez, non, mais bien sûr. Tiens, pendant la Révolution française, est-ce que c'était bien ou mal la violence? La question ne se pose pas comme ça. Non, mais je le rappelle parce qu'aujourd'hui, beaucoup de médias, mais pas vous, bien sûr, cher Laurence, beaucoup de médias se concentrent toujours sur le fait de savoir s'il y a de la violence, si c'est bien ou mal, s'il y a des blessés, si c'est bien ou mal. C'est un fait.
Bon, évidemment qu'on déplore que des gens finissent blessés, mais ce qui nous fait mal au cœur, c'est de voir qu'effectivement, on est arrivé à un point où on nous annonce finalement un réchauffement climatique de 2,6% fin du siècle, de 2,6 degrés. Oui, 2,6. Alors que c'est ça, alors que l'accord de Paris visait un réchauffement d'1,5 degré, donc. D'1,5 degré. Ouais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le monde panique. Et parce qu'on sait maintenant ce que c'est que l'humain prend conscience des choses en théorie d'abord, donc il n'arrive pas à passer aux actes, et il prend conscience en pratique au moment où il se rend compte qu'effectivement, c'est peut-être pas normal qu'il aille en terrasse quand on arrive au mois de novembre, quoi. Et là, il se dit, ah oui, en effet, c'est peut-être pas si fou cette affaire-là. Donc en fait, en gros, l'idée c'est de savoir à quel moment finalement globalement les gens vont prendre conscience de cette problématique pour que ça ne leur soit pas une violence absolue. Vous savez, je pense qu'ils en ont pris conscience quand même, non? Oui, mais je sais pas si les gens en ont pris conscience, je me rends pas compte. Il faudrait regarder et juger les actes. Moi, ce que je sais, c'est que par exemple, on est obligé de faire une loi anti-gaspillage parce que vous avez par exemple à la production 30% de gaspillage dans l'alimentaire et que vous avez par exemple au moment de la consommation aussi dans les ménages français, puis dans la restauration, etc., plus de 30% de gaspillage. Ça veut dire qu'on a un rapport, par exemple, à la nourriture qui n'est pas un rapport entre guillemets sacré. Pardonnez-moi, je ne veux pas faire de l'écologie une religion. Je condamne l'idéologie d'une manière générale quand elle abandonne l'idée de débat public. Mais quand même, moi je veux dire aujourd'hui, quand je vois, je suis pas la personne la plus à plaindre financièrement. Eh bien, je peux vous dire que pourtant, dans mon frigo, je fais gaffe, je ne veux qu'il n'y ait jamais de perte. J'éduque mon fils de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte, on ne consomme pas comme ça. Et de la même manière, vous allez me dire que ça n'a aucun rapport, moi je vous dis que ça en a un. Vous savez, demain c'est Halloween. On nous dit qu'effectivement les gens n'ont plus de sous, etc. Et je vois des gens, parce que hier je suis allé faire un petit tour un petit peu pour voir dans les magasins ce qui se passait. Je vois des files d'attente pas possible pour acheter des épées en plastique à 15 €. Je voyais le prix de ces trucs qui doivent coûter mais rien du tout en Chine. Des gens qui remplissent leur caddie d'épées d'Halloween à 15 €, de masques à 20 balles, etc. Ils ont peut-être envie un petit peu de s'amuser un peu, non? J'en sais rien moi. Non, ça n'existe pas l'envie. Je veux dire, à un moment donné, je suis désolé, la responsabilité, la sobriété, c'est pas de faire encore moins et de se priver encore moins sur les matières essentielles, c'est déjà de nous réorganiser. C'est-à-dire de comprendre ce qui a de l'importance, ce qui n'en a pas. Je suis désolé, c'est peut-être vieux con ce que je vais vous dire, mais moi j'ai appris à découper une citrouille, d'accord, pour que ça fasse Halloween et après on la mange, d'accord. J'achète pas des trucs en plastoc produits à l'autre bout du monde qui vont me servir une fois qu'à une seule occasion, à l'occasion d'Halloween, et qui est une perte d'argent phénoménale. Il y a de l'éducation global à faire chez les plus riches, chez les plus pauvres, chez les moyens, chez tout le monde. Il faut qu'on repense notre rapport au monde. Franchement, ça suffit. C'est ça la responsabilité. Bien compris, Johan. Il y aura pas d'épée en plastique chez vos gamins. Je pense que pour Halloween, chez vous non plus. Vous n'allez pas vous, Gérard Miller. Écoutez, je ne suis pas rentré dans le détail de ce que ma dernière fille a acheté, mais je voudrais revenir très rapidement parce que c'est fini, Gérard. Juste sur la question de la violence, alors peut-être peut-on dire simplement que la quasi-totalité des écolos au sens le plus large sont des gens pacifiques et que c'est insupportable de voir effectivement lorsqu'il y a des manifestations pacifiques, alors celle d'hier est plus complexe, mais lorsque des jeunes s'asseyent dans la rue où les jeunes décrachent le portrait du président de la République, qu'on leur jette du lacrymogène, qu'on les gaze. Enfin, permettez-moi de vous dire que c'est vraiment pas la question de la violence des écolos qui est un sujet du jour. En tout cas, merci à tous les deux, Gérard Miller, d'avoir participé à ce débat. Merci aussi à Johan Gillet. À très bientôt. Merci. Bon dimanche à vous.